Bonjour et bienvenue dans ce dernier cours de la partie temps, mouvement et évolution dans lequel nous allons parler en fait du temps en chimie, c'est-à-dire de la cinétique chimique. Alors au programme, nous allons parler de l'évolution des quantités de matière, comment on suit ceci, des facteurs cinétiques et de la catalyse. Alors tout d'abord, nous allons un peu discourir de ce qu'on appelle la durée d'une réaction chimique. Certaines réactions chimiques sont lentes, par exemple la rouille de ce bateau apparaît lentement. D'autres sont plus rapides, on voit l'évolution à l'œil nu, et d'autres sont encore plus rapides, c'est-à-dire qu'elles nous paraissent instantanées. On ne voit pas d'évolution, on a l'impression que c'est terminé tout de suite. Alors, c'est assez facile de définir le temps d'une réaction chimique. C'est la durée qu'il faut attendre pour que les réactifs limitants soient épuisés. Par contre, pour le mesurer expérimentalement, c'est plus compliqué. Alors, on va essayer de voir comment on peut sortir de ce petit problème. Alors, voyons d'abord comment on va suivre l'évolution des quantités de matière d'une réaction chimique. Voici une réaction chimique. Les ions iodures réagissent avec les ions peroxyde de sulfate, S2O8 On va les suivre, évidemment, en faisant un tableau d'avancement. Ça, on sait très bien faire. Prenons des choses simples, 4 moles et 3 moles. Au début, il n'y a pas de réactif, l'avancement vaut 0. À un moment donné, l'avancement vaut X. Voici ce que valent les quantités de tout ceci. Le X max, c'est le I- qui va s'épuiser avant. Si vous faites les calculs, vous verrez, pour une valeur de 2 mol. Donc, on va avoir 0 ici. Le réactif limitant, c'est I-, donc. Et voici ce qu'on va avoir à la fin. On peut faire, évidemment, l'évolution de ceci en fonction du temps, de ces quantités de matière-là en fonction du temps. Commençons par le réactif limitant. Il part de 4 moles, il va s'épuiser petit à petit, de plus en plus doucement, de façon asymptotique vers 0, parce que c'est le réactif limitant. Alors, vous voyez ici, tout de suite, la difficulté de définir la fin de la réaction chimique. Quand est-ce qu'elle termine, cette réaction chimique? C'est une asymptote vers 0, donc c'est difficile de définir la fin de la réaction chimique. Pour l'autre réactif, c'est la même chose, sauf que lui, il s'épuise pas, donc il arrive à 1 mol. Pour les produits, les courbes se ressemblent, mais elles sont inversées, évidemment, parce qu'on part de 0, et qu'on va vers la valeur finale. Alors, pour suivre, en fait, l'évolution des quantités de matière d'une réaction chimique, on peut s'intéresser à un réactif ou à un produit, mais il est plus intéressant de s'intéresser directement à l'avancement, qui synthétise un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. L'avancement évolue comme ceci, de 0 vers sa valeur maximale. Alors, comment déterminer le temps de cette réaction chimique? Donc, on voit que c'est difficile de déterminer la fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer quand est-ce qu'on arrive à X max divisé par 2. X max divisé par 2, c'est facile de le visualiser ici, et c'est facile de mesurer la durée, le temps qu'il faut attendre pour arriver à X max divisé par 2. Voici ce qui va donc caractériser la durée d'une réaction chimique, c'est ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, c'est le temps pour lequel X est égal à X max divisé par 2. Attention, ce temps de demi-réaction n'est pas du tout la moitié du temps de réaction totale. Vous voyez, le temps de réaction totale, si on l'estime, il serait par ici, ce n'est pas du tout, T1,5 n'est pas du tout la moitié. Alors, dans ce graphique, vous allez voir l'évolution d'un milieu réactionnel à 15 degrés, à 25 degrés et à 35 degrés. Alors, regardez la différence. Ce qui est évident, c'est que à 35 degrés, la réaction va plus vite qu'à 25 et qui va aussi plus vite qu'à 15. Donc, on voit l'évolution en fait de la température sur la vitesse d'une réaction chimique. Alors, pourquoi la température augmente la vitesse d'une réaction chimique? Alors, on va étudier une réaction chimique particulière. Regardez, on va faire agir les boules vertes avec les boules jaunes. Quand elles réagissent, elles donnent des boules rouges. Et on va comparer deux milieux qui ont des températures différentes. Alors, regardez ce qui se passe. Alors, le milieu qui est plus chaud a plus d'agitation thermique. La température, c'est la mesure de l'agitation thermique. Donc, ça veut dire que tout va plus vite à l'intérieur, il y a plus de choc, et s'il y a plus de choc, il y a plus de rencontres entre les réactifs, et donc ça va plus vite. La réaction va plus vite. Et donc, si c'est plus froid, tout est ralenti, et ça va moins vite. C'est assez clair et assez intuitif. Voilà. Donc, la température est ce qu'on appelle un facteur cinétique, c'est-à-dire qu'elle permet de faire varier la vitesse de la réaction chimique. Alors voilà, évidemment, si on veut diminuer les réactions chimiques, on va baisser la température, comme dans un frigo. Si on veut avoir des réactions rapides, on va chauffer, comme dans la plupart des réactions que l'on réalise en labo. Autre facteur cinétique, la concentration. Donc ce graphique vous présente l'évolution d'une réaction, de plusieurs réactions, quand on augmente la concentration des réactifs. Attention, on ne change pas la quantité des réactifs, on change la concentration des réactifs. Et on voit que ça va plus vite si c'est plus concentré. Alors pourquoi? C'est un petit peu la même explication que tout à l'heure. Si c'est plus concentré,
Ça veut dire que tout est plus tassé, et donc il y a plus de choc, et s'il y a plus de choc, c'est que ça va un petit peu plus vite. Donc voilà un autre facteur cinétique, c'est la température et la concentration sont les deux facteurs cinétiques les plus importants. On peut parler aussi de la surface de contact entre les réactifs, on a vu en TP ça, mais les deux plus importants sont quand même la température et la concentration. Nous allons terminer ce cours en parlant de la catalyse, et en prenant un exemple, l'exemple de la dismutation de l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, c'est cette molécule, là, H2O2, qu'on appelle le peroxyde d'hydrogène, ou l'oxygéné, hein. Et cette eau oxygénée, elle est instable, c'est-à-dire qu'elle réagit sur elle-même pour donner de l'eau et des bulles de dioxygène. Alors si vous regardez de l'eau oxygénée chez vous dans un verre, vous ne verrez pas de bulles de dioxygène parce que c'est une réaction qui est lente. Par contre, si on rajoute des choses dedans, par exemple des ions ferriques, de l'argent ou du sang, alors on va voir les bulles apparaître rapidement et donc cette réaction va être beaucoup plus rapide. Alors pourquoi elle est plus rapide? Parce qu'on a rajouté ce qu'on appelle un catalyseur. Un catalyseur, c'est un produit chimique qui accélère la réaction, mais attention, sans être consommé. Il ne fait pas partie de la réaction chimique, vous ne le verrez jamais écrit dans la réaction chimique, sauf peut-être sur la petite flèche qui est ici, mais ce n'est ni un réactif ni un produit. Alors ces catalyseurs, on en voit ici trois exemples, des ions ferriques, donc en milieu liquide par rapport à H2O2 qui est en milieu liquide, donc on va appeler ça une catalyse homogène, catalyse hétérogène ici, on va voir ce que c'est, et catalyse enzymatique. Alors voyons les détails et voyons comment ça marche exactement. Alors la catalyse homogène, c'est quand le catalyseur est dans la même phase que le milieu réactionnel. C'est-à-dire par exemple, ici, un liquide est catalysé par un liquide. Par exemple ici, des ions Fer3. Alors, donc cette réaction de dismutation, elle est lente. Alors comment elle peut être plus rapide avec des ions Fer3? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ces ions Fer3 vont réagir avec H2O2 et se transformer en ions Fer2. Mais ces ions Fer2 vont aussi réagir avec H2O2 et se retransformer en ions Fer3. Et au bilan, si on additionne ces deux réactions, on va avoir la même réaction que tout à l'heure. Sauf que, vu que ces deux réactions sont rapides, celle qui est en présence d'ions Fer3 sera plus rapide. Et donc, on aura l'impression qu'il n'y aura pas de réaction particulière. En fait, les ions Fer3 ne font pas partie du bilan final, mais en fait, ils se sont transformés et régénérés. Voilà comment fonctionne une catalyse homogène. Une catalyse hétérogène, c'est une catalyse dans laquelle, en fait, le catalyseur n'est pas dans la même phase. Par exemple, ici, vous voyez que c'est de l'argent solide qui catalyse le H2O2 liquide. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, ça se passe à la surface du solide. Les réactifs sont absorbés à la surface du solide. La réaction se fait à la surface du solide, et ensuite les produits sortent de la surface du solide. Donc, en fait, dans une catalyse hétérogène, ce qui est très important, c'est la surface du solide. Plus la surface du solide sera grande, plus cette catalyse sera efficace, et donc en fait souvent on utilise des mousses ou des choses comme ça, où en fait vous avez une surface maximale. Terminons avec la catalyse enzymatique. Une enzyme en fait est une molécule organique très compliquée, qui va donc être le catalyseur d'une réaction biochimique. Par exemple ici la décomposition de H2O2. Et cette enzyme sera très spécifique à cette réaction-là. Alors dans l'enzyme, vous avez des sites actifs qui vont faire que la réaction va se passer. Par exemple ici, vous voyez, la molécule de dioxygène de H2O2 va arriver, va se séparer, et c'est une deuxième molécule qui va arriver par la suite. Il faut savoir que ces enzymes marchent avec un pH particulier, avec une température particulière, dans des conditions biochimiques très particulières. Et si vous changez ces conditions-là, la réaction ne sera pas catalysée dans de bonnes conditions. Terminons en parlant de ce qu'on appelle la sélectivité des catalyseurs. Alors si on prend de l'éthanol, et qu'on le met sur du cuivre en chauffant, on va fabriquer de l'éthanal, un aldéhyde, et du dihydrogène. Voici l'expérience filmée. Et si on prend de l'éthanol et qu'on met cette fois-ci un chauffage et de l'oxyde d'aluminium, on va cette fois-ci fabriquer autre chose. Vous voyez, c'est de l'éthène, c'est une molécule qui est un alcène. Voici une photo de ce milieu, de la façon de faire. Vous voyez, ici on a le catalyseur, et ici on a l'échauffage, donc du milieu réactionnel et du catalyseur lui-même. Donc ceci vous montre ce qu'on appelle la sélectivité d'un catalyseur, ou des catalyseurs. C'est-à-dire que, avec un certain catalyseur, on va fabriquer une certaine molécule, et avec un autre, on va fabriquer une autre molécule. Et donc on peut jouer là-dessus pour transformer les molécules de la façon dont on veut.
Merci, ce cours se termine et à bientôt.